Merci, cher Étienne, merci, Monsieur le Président, merci aux différents organisateurs de cet important colloque. Un colloque qui tombe à point nommé au regard de la crise énergétique que nous traversons, une crise énergétique sans précédent, et au moment même où, aujourd'hui, le Conseil européen se réunit à Bruxelles sur 2 jours pour débattre de nouvelles mesures. Alors, pour être tout à fait sincère, lorsque j'ai proposé le titre de cette communication en juin dernier, j'espérais que l'Union européenne se dote d'ici là, d'ici aujourd'hui, d'une véritable stratégie digne de ce nom sur la question énergétique. Alors, il y a bien une stratégie qui est peut-être à mettre entre guillemets, mais elle se construit au compte-gouttes et fait encore l'objet de très nombreuses discussions. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'approche de l'hiver, l'inquiétude monte. Alors, monte aussi parce que la presse nourrit peut-être cette angoisse, les politiques aussi. Je n'ai pas repris tous les titres de la presse, mais on ne cesse de nous dire qu'il pourrait y avoir des ruptures d'approvisionnement. On nous parle de blackouts, on nous parle de nouveaux sabotages peut-être à venir sur les infrastructures énergétiques. On nous parle peut-être d'une nouvelle augmentation des factures d'énergie. Et dans ce climat plutôt morose, il faut trouver des coupables. Il faut trouver des coupables et une petite musique quand même qui arrive là et qui nous dit peut-être que l'Union européenne, en ouvrant son marché à la concurrence, peut-être que l'Union européenne, avec les sanctions prises à l'égard de la Russie, ses embargos sur le pétrole, sur le charbon notamment, eh bien finalement, tout ceci, en quelque sorte, fait que l'Union se trouve un peu elle aussi sur le banc des accusés. Alors, elle se trouve sur le banc des accusés et là aussi, ce qui est sûr, c'est que cet hiver, elle va passer un sérieux crash test sur la question énergétique et paraît-il que le pire serait à venir, d'après un document de la Commission européenne paru il y a 2 jours. Alors, un de plus, certes, je dirais de crash test, mais celui-ci est quand même très particulier. Parce que, quelque temps, on a eu quand même cette crise sanitaire, mais pour la crise sanitaire, on a pu quand même défendre un peu l'Union européenne, elle s'est défendue elle-même, mais on a pu la défendre en disant que pour le secteur de la santé, ses compétences étant quand même limitées, ça peut expliquer un certain retard à l'allumage qu'elle a rattrapé par la suite. Pour l'énergie, c'est quand même différent. C'est un domaine qui fait partie de la construction communautaire. On a 2 traités sur les 3 originaires qui portent et sur le charbon dans la CECA et sur le nucléaire dans l'Euratom. L'Euratom étant lui-même issu d'une crise énergétique qui est celle du canal de Suez, avec une pénurie de pétrole au moment où le pétrole remplace le charbon sur la scène internationale. Et puis surtout, on a aujourd'hui une base dans le traité de Lisbonne avec l'article 194 qui pose donc cette politique européenne de l'énergie. Et enfin, on a une politique qui se veut ambitieuse. Qui se veut ambitieuse. Et ici, on voit qu'il y a clairement un décalage entre l'ambition qui est affichée et la réalité. Et finalement, je rejoins peut-être un peu l'idée qui a été évoquée tout à l'heure sur la fragilité de l'Union européenne. On a l'impression, en tous les cas, que sur la crise énergétique, depuis 1 an, puisque la crise démarre avant la guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui est responsable de cette crise, l'enflamme évidemment, on a l'impression que l'Union n'arrive pas vraiment à armer cette riposte. Alors sachant que cette crise pourrait peut-être atteindre son paroxysme dans les prochaines semaines, voire l'année prochaine, parce qu'on parle même de l'hiver prochain qui devrait être plus dur, quelle est la stratégie, entre guillemets, adoptée par l'Union européenne et surtout, sera-t-elle un catalyseur d'intégration? Alors je proposerai dans le temps imparti 2 séries de réflexions. Tout d'abord, on peut quand même rappeler, je ne sais pas si c'est rassurant, mais on peut rappeler que l'action européenne en matière d'énergie porte les stigmates de profonds conflits. Depuis le départ, en réalité, on le voit très bien au sein du droit primaire, du droit dérivé, on le voit très bien au sein de la pratique décisionnelle de la Commission européenne, on le voit très bien dans la jurisprudence de la Cour de justice. La traduction européenne du mot énergie, c'est le mot conflit, depuis le départ. Je ne vais pas revenir sur les très nombreuses tensions qui se sont succédées tout au long de la construction européenne, mais je voudrais quand même insister sur 2 ou 3 événements majeurs qui permettent de mieux comprendre quand même les enjeux d'aujourd'hui. On peut évoquer la crise de 2006 entre la Russie et l'Ukraine. 2006, on est entre la mort du traité constitutionnel et puis la naissance bientôt du traité de Lisbonne. On est en train de rédiger cet article 194, l'histoire est connue, la Pologne insiste pour insérer dans cet article 194 une clause de solidarité parce que la Pologne et d'autres États de l'Est ont peur de la Russie et nous disent ce n'est pas un État fiable et ils ont la capacité, entre guillemets, d'éteindre l'Europe. On insère cette clause de solidarité qui apparaît à l'article 194, paragraphe 1, mais qui est immédiatement tempérée par l'article 194, paragraphe 2, à la demande de l'Allemagne, clause de, ou plutôt réserve de souveraineté. Les États demeurent souverains sur leur bouquet énergétique. Un État peut développer du nucléaire s'il le souhaite, du renouvelable, du charbon, etc. Sauf que
on ne se rend pas compte à quel point cet équilibre entre la solidarité, et la doctrine ne le relève presque pas d'ailleurs, on ne se rend pas compte à quel point la différence, ou plutôt l'équilibre entre solidarité et souveraineté est extrêmement fragile. Ça va pas bien ensemble en réalité sur la question énergétique. Et dans ces conditions, on ne voit pas bien non plus comment l'Union européenne va pouvoir parler d'une seule voix sur la scène internationale, parce que, je le rappelle quand même, l'Union européenne ne produit pas de pétrole et quasiment pas de gaz, donc elle est dépendante de l'extérieur, et elle est fragile. Janvier 2009, on a un nouveau conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'Union européenne est encore prise en otage. Certains États à l'Est se retrouvent avec des coupures d'approvisionnement de gaz, et c'est l'Union européenne qui arrive à réagir grâce à des stocks de pétrole, grâce à ces interconnexions, et qui arrive à rallumer en quelque sorte la lumière dans ces États, parce qu'on a quand même aussi un marché intérieur, il faut le rappeler, des interconnexions. Mais là aussi, on va avoir une nouvelle prise de conscience, c'est que les États pris isolément ne pèsent rien sur la question énergétique. Et ils vont tirer leur force, on va dire, de l'Union européenne qui peut les aider. Alors on va passer progressivement à partir de là d'une politique européenne énergétique construite par les tensions, par les conflits, à une politique énergétique qui doit être bâtie pour faire face aux crises. On change de braquet, mais il y a un événement qui va être majeur, c'est 2014, et très clairement, c'est ce qui va tout changer sur l'ambition énergétique de l'Union. C'est l'annexion de la Crimée en 2014, et c'est la guerre du Donbass qui commence, où l'énergie russe est répandue encore une fois comme une arme stratégique avec de nouvelles menaces de rupture d'approvisionnement. À la demande des États membres, l'énergie devient l'une des priorités de la nouvelle commission qui est présidée par Jean-Claude Juncker, et aboutira quelques mois après, en 2015, à un programme qui est baptisé Union de l'énergie. On veut relancer cette Europe de l'énergie comme on avait construit les premiers traités. L'objectif, alors, des milliers et des milliers de pages, mais si on veut résumer ça simplement, l'objectif de cette Union de l'énergie, c'est faire de l'énergie propre, pour l'environnement bien sûr, mais aussi parce qu'on commence à prendre conscience qu'il faut progressivement couper le cordon ombilical avec la Russie. Cette recherche de cohésion est souhaitée, alors je ne vais pas dire par l'unanimité des États, mais par une grande majorité des États quand même, et par les institutions européennes. Le législateur européen va être pris dans cet engrenage, et il va transformer progressivement cette solidarité énergétique qui relevait plutôt du bon vouloir des États. Solidarité, d'accord, mais du bon vouloir des États. Va transformer ça on va passer plutôt d'une solidarité affective, en quelque sorte, à une solidarité effective qui devient donc obligatoire, et on le voit très bien dans les textes qui vont suivre. Je cite par exemple le règlement 2017-1938 d'octobre 2017, qui vise à garantir l'approvisionnement en gaz naturel. Son article 13 nous dit, grosso modo, que si un État est en difficulté énergétique, les autres doivent l'aider. Un nouveau cap sera franchi, cette fois-ci grâce aux juges. Là aussi, cette jurisprudence a été assez commentée, donc je passe rapidement là-dessus. Dans un conflit sans douter qui oppose sans surprise l'Allemagne à la Pologne, avec deux visions des choses sur la solidarité et la souveraineté à propos du gazoduc Nord Stream 1 et de sa partie terrestre qui s'appelle l'Opale. Qu'importe. Le 15 juillet 2021, la Grande Chambre de la Cour pose le principe de solidarité énergétique selon lequel l'Union et ses États membres sont tenus à une obligation de solidarité. En d'autres termes, la Cour avait un choix à faire et elle l'a fait. Elle fait pencher la balance du côté de la solidarité, du côté de l'intégration, au détriment de l'individualisme et de ces États qui souhaitent faire plutôt cavalier seul en matière d'énergie. Alors finalement, si l'énergie a toujours été une source de conflictualité, et ça sera ma seconde série de remarques, la nouvelle crise énergétique, amplifiée par la guerre en Ukraine, pourrait être un important, j'utilise le conditionnel, pourrait être un important catalyseur d'intégration. Depuis un an, depuis le 20 octobre 2021, il y a eu 9 conseils européens, et dans ces 9 conseils européens, ils ont tous abordé la question énergétique. Dans le contexte des embargos décidés sur le charbon puis sur le pétrole, là aussi, la décision quand même de l'Union est assez forte, elle n'a pas été assez commentée, mais on a quand même l'unanimité, grosso modo. Effectivement, en Hongrie, c'est un peu compliqué à gérer, mais grosso modo, quand même, on a réussi à mettre en place des embargos sur du charbon et sur du pétrole. Le gaz, c'est plus compliqué, on le sait. Et dans tous les cas, ce qui traverse ces différents conseils européens, le fil conducteur, c'est qu'il faut répondre à l'urgence de la situation. Alors,
comment répondre à l'urgence de la situation? Quelle est finalement un peu cette stratégie? Depuis un an, les États sont invités à protéger tout d'abord les clients les plus vulnérables. L'Union européenne dit aux États, et je rebondis un petit peu sur ce qui a été évoqué, sur la désobéissance au traité, peut-être la question n'est pas là, l'Union européenne encourage les États en réalité à aider les citoyens, peut-être avec un contrôle des aides d'État plus souple, mais elle encourage les États à protéger les clients les plus vulnérables, par exemple en couvrant une partie de leurs factures, en baissant les taxes, et aussi à accompagner les entreprises les plus impactées par la crise. Mais c'est vrai que les réponses apportées par l'Union sont des réponses ou plutôt des solutions sur le court terme. Il y a jusqu'à aujourd'hui aucune proposition concrète sur une réforme structurelle des marchés de l'énergie. Ça viendra certainement l'année prochaine, c'est très compliqué à mettre en place. D'autres solutions ont été envisagées, d'autres solutions sont en train d'être mises en place, en particulier pour faire baisser le prix du gaz et pour éviter le jeu des enchères entre États membres, parce que c'est aussi ça qui crée ces surfacturations. Ils sont convenus, ces États membres, fin mars 2022, de mettre en place donc des achats groupés de gaz, de GNL, le gaz naturel liquéfié, et d'hydrogène, euh, grosso modo sur le même modèle que ce qui avait été fait dans la stratégie vaccinale. Ça prend du temps, c'est assez compliqué parce que ici, ce sont nos énergéticiens, ce sont nos entreprises qui vont devoir acheter ce gaz en provenance extérieure, mais nos opérateurs économiques sont déjà pris dans des contrats long terme avec d'autres entreprises, d'autres États. C'est ce projet d'achat groupé qui va être discuté aujourd'hui à Bruxelles et un consensus semblerait ressortir. L'actualité est très très riche, mais je voudrais quand même citer trois textes qui méritent quand même d'être signalés. Un règlement modificatif du 29 juin dernier sur le stockage du gaz qui n'a pas posé de problème, il faut quand même le dire, à peine 2 mois de négociation, c'est presque un exploit en réalité sur ce type de thématique. C'est un dispositif qui prévoit que l'Union doit atteindre avant l'hiver un niveau de remplissage de 85% de la capacité totale des stockages souterrains de gaz. Il faut préparer l'hiver, il faut atteindre ce chiffre de 85%. En réalité, ce chiffre a été atteint très vite. On est aujourd'hui à une capacité de plus de 91 ou 92%. Donc ça fonctionne bien. On peut évoquer le règlement du 5 août 2022 qui vise une réduction de la demande de gaz naturel d'au moins 15% au 31 mars 2023. C'est une mesure de sobriété énergétique. On demande aux États de faire des efforts, de baisser leur demande de gaz. Le règlement, pour l'instant, met en place un système de volontariat. Les États sont parfaitement libres de faire comme ils l'entendent, ils peuvent faire des campagnes de sensibilisation, ils peuvent demander de faire certaines coupures stratégiques, mais ça reste sur une base de volontariat pour atteindre ce chiffre de 15%. Pour autant, les articles 4 et 5 du règlement prévoient quand même la possibilité pour le Conseil, en cas d'alerte qui serait déclenchée par la Commission ou par un groupe de 5 États membres, de rendre le système obligatoire en cas de risque de pénurie grave. C'est un règlement qui est assez difficile à commenter déjà parce qu'il est trop récent. Donc on ne sait pas exactement quel va être le retour sur ce règlement et on se doute que de toute façon, naturellement, les factures étant tellement élevées que les États ont cherché évidemment à réduire ces dépenses. On est un peu frappé dans ce règlement par les très nombreuses exemptions et les nombreuses dérogations à l'objectif de réduction obligatoire. Et en attendant de savoir donc si les États membres réussiront à tenir cet objectif, on relèvera quand même la possibilité, évidemment, pour les États membres, de substituer cette réduction de gaz naturel par des sources à plus forte intensité de carbone. Et les États, toute logique, vont compenser par, encore une fois, certainement du charbon et du fioul à rebours de tous les engagements environnementaux. Enfin, c'est peut-être le règlement le plus original, je dirais, plus atypique, règlement 2022-1854 du 6 octobre 2022, qui prévoit une intervention d'urgence et temporaire pour faire face aux prix élevés de l'énergie. Particulièrement original, alors pas sur les mesures de sobriété, alors c'est un peu le même système, je passe rapidement, mais on demande de faire des efforts sur la consommation électrique, notamment sur les heures de pointe. Ça aussi, les États, de toute façon, savent le faire, ça ne pose pas vraiment de difficultés. Mais là où les États ont réussi à se mettre d'accord, et c'est quand même un exploit, c'est pour collecter et redistribuer les super profits du secteur de l'énergie aux ménages et aux PME.
Deux dispositifs qui ne visent pas le même type d'entreprise. Le premier dispositif permet de plafonner les revenus pour les entreprises produisant de l'électricité à faible coût d'exploitation. Donc on vise directement les énergéticiens sur le marché des énergies renouvelables et du nucléaire. Pour ces entreprises-là, le règlement instaure une obligation de répercuter ces revenus excédentaires sur le consommateur final. On doit redistribuer ce qu'on a gagné, parce qu'il y a eu énormément d'effets d'aubaine, évidemment, avec la flambée des prix. Second dispositif qui repose cette fois-ci, je cite, sur une contribution de solidarité. Elle est temporaire, mais elle est obligatoire pour les entreprises qui sont actives dans le secteur des combustibles fossiles qui ont aussi fait de très gros bénéfices. Les bénéfices, si les bénéfices ont augmenté de plus de 20% grâce à la flambée des prix, eh bien, on instaure un système de taxes. Les mots ne sont pas utilisés comme ça, mais bien évidemment qu'on vient taxer ces entreprises. Après, l'État aura le choix. Soit il utilisera ces super profits récupérés pour les redistribuer aux clients, soit les États pourront investir dans les énergies vertes. Alors, à travers ce très bref panorama, on relève finalement qu'à l'unanimité à peu près, malgré les tensions, malgré les conflits, les États membres sont convaincus que la réponse à la crise, c'est l'Union européenne. La réponse à la crise ne peut être apportée que par l'Union européenne. Il n'y a plus vraiment de débat sur ce point comme il pouvait y avoir même il y a encore un an. Les États sont convaincus qu'ils doivent passer par l'Union européenne. Par contre, sur les moyens à utiliser, là, il y a encore quelques tensions. Il y a surtout un risque de dommage collatéral qu'on voit arriver, c'est l'ambition environnementale. La Commission ne cesse de rappeler que son Green Deal, son pacte vert, est la solution à long terme à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et surtout, par le biais de ce pacte vert, c'est se séparer des énergies fossiles qui sont responsables de cette flambée des prix. On peut avoir quand même quelques doutes, non seulement car les États sont de plus en plus nombreux à revenir sur le charbon, à faire la politique du sauve qui peut, évidemment, mais on peut aussi avoir quelques craintes à l'égard de nouvelles dépendances qui sont en train de se créer, à l'égard de nouveaux États tiers. Depuis le début de la guerre, l'Union est devenue le plus grand importateur de gaz naturel liquéfié au monde, et ce sont les États-Unis qui sont devenus le plus grand fournisseur de GNL de l'Union, ce qui représente à peu près 50% des importations. Or, on sait que ce GNL américain est souvent issu du gaz de schiste et donc a une empreinte carbone très importante. Alors, pour certains, il y a en quelque sorte un mal nécessaire, une sorte de sacrifice environnemental à faire au regard de la situation, au regard de l'urgence dans le contexte de la guerre. Mais les inquiétudes demeurent quand même parfaitement légitimes, d'autant plus que la Commission, je le disais, dans son document publié il y a 2 jours, nous dit que l'hiver 2023-2024 sera pire que celui que nous connaissons aujourd'hui. Elle dresse une liste des États dorénavant fiables en matière de gaz, il y en a à peu près 5 ou 6. Donc c'est peut-être une énième relance de cette politique européenne de l'énergie. Pour répondre à la thématique qui nous réunit aujourd'hui, cette crise apparaît néanmoins quand même comme un accélérateur de particules, un accélérateur de rapprochement entre les États membres, mais aussi parce que les États membres n'ont pas le choix. Ils n'ont plus le choix sur la question énergétique. Tous les efforts, en tous les cas, visent à protéger le consommateur. C'est le fil rouge, quand même, des différentes dispositions qui sont prises. Protéger le citoyen contre cette hausse des factures. Alors, je cherchais comment terminer par une note un peu plus positive. Alors, je rappellerai, on peut se souvenir que c'est une simple facture d'électricité qui est à l'origine d'un conflit opposant M. Costa à l'entreprise Enel en 1964, qui dégage le principe de primauté et qui permet de donner une nouvelle portée à la Cour, qui donne une nouvelle portée à la Cour de justice, évidemment, et surtout donner une nouvelle portée à la construction européenne avec le courage qui a été évoqué tout à l'heure. Voilà, je vous remercie.